Dans le contexte de Gaza, on est en train d'assister à un soi-disant cessez-le-feu. Comment analysez-vous le rôle des acteurs régionaux, que ce soit le Qatar, l'Égypte ou la Turquie, par rapport à celui des grandes puissances occidentales? Alors d'abord, vous avez raison de dire que, il ne s'agit pas de paix, mais il s'agit d'un cessez-le-feu. La tragédie palestinienne tient au fait que l'on confond trop aisément cessez-le-feu et paix. Et que ce qui a été négocié a permis effectivement de franchir l'étape de la libération des otages comme de la libération de très nombreux détenus palestiniens dans les geôles israéliennes, mais n'a pas vraiment encore aujourd'hui ouvert les portes de la paix. Si bien qu'on est dans l'ambiguïté. L'ambiguïté qui tient d'abord au jeu de la puissance américaine. On a le sentiment que M. Trump cherchait d'abord un avantage, un gain immédiat. Dans les processus de négociation, la recherche d'un gain immédiat est toujours périlleuse parce que la recherche du gain immédiat se fait aux dépens euh, du problème dans son intégralité et dans sa substantialité. Et les puissances régionales auxquelles vous faites référence, le Qatar, l'Égypte essentiellement, mais probablement d'autres, étaient dans une situation, je dirais, davantage de transactions avec les États-Unis que de transactions avec les parties belligérantes, ce qui accroît encore l'ambiguïté de cet accord. Euh, Maintenant, la vraie question, et peut-être va-t-on en discuter davantage, c'est est-ce que derrière toutes les ambiguïtés de cette première étape ne se cachent pas déjà les impasses de la deuxième et de la troisième étape? C'est la raison pour laquelle il faut être extrêmement prudent dans cette affaire. Et évidemment, ce qui, moi, m'a choqué, c'est qu'on présente cet accord comme étant un tournant dans l'histoire. Or, des accords de cette nature, on en a déjà connu. Rappelez-vous, en janvier de cette année, on a vu ce que c'est devenu. Et derrière cet accord, il y a essentiellement un coup diplomatique américain. Et derrière ce coup diplomatique américain, il y a toute l'ambiguïté du choix israélien. C'est-à-dire, est-ce que Israël a accepté ce que lui proposaient ou lui imposaient les États-Unis parce que Israël est probablement épuisé par cette guerre. Ça, je dirais, c'est peut-être la version la plus pacifique. Israël ne peut pas, ne veut pas continuer la guerre. Mais est-ce que ce n'est pas aussi un moyen de récupérer les otages tout en se donnant la possibilité de continuer la guerre une fois les otages terminés? Ou enfin, troisième élément, est-ce que ce n'est pas une façon de satisfaire le tuteur américain pour ensuite reprendre la guerre comme si de rien n'était? Il faut quand même pas oublier le discours de Netanyahou devant l'Assemblée générale des Nations unies en septembre dernier, où ce qu'il annonçait est tout à fait différent de cette perspective de paix dont on parle aujourd'hui. Exactement, Monsieur Badi. En fait, ce que vous êtes en train de dire nous mène tout de suite à la seconde question qui était que le sommet de Sharm el-Sheikh, qu'on a tous très bien suivi, qui a été nommé le sommet de la paix, entre guillemets, a réuni de nombreux États très puissants, sans la participation directe des deux belligérants principaux qui sont Israël et le Hamas. Quelle portée diplomatique donc on peut accorder à ce sommet et quelles sont vraiment ses vraies limites?
Alors, la principale portée diplomatique, c'était l'affiche que M. Trump voulait offrir au monde. Si on regarde même la mise en scène de la fameuse conférence de presse qui a suivi les accords, on voyait toute une série de personnages alignés derrière M. Trump avec la seule idée de flatter son ego, de flatter ses capacités de peacemaker, alors qu'il n'est pas question une seule fois de paix. D'ailleurs, le nom même, le nom donné à cet accord, ce n'est pas accord de paix. Le mot paix ne figure pas. Il est question simplement de cessation des hostilités et de libération des otages. Puis la deuxième et la troisième étape sont des étapes extrêmement ambiguës, floues et incertaines. Alors, cette image, elle avait pour ambition de Making America Great Again. Ça s'inscrit dans cette logique. Mais hélas, pour le Proche-Orient, rien de nouveau. Rien de nouveau, sauf, comme je le disais tout à l'heure, si il y a un effet d'épuisement côté israélien. Mais même s'il y a un effet d'épuisement côté israélien, Netanyahou, dans sa propre logique personnelle et politique, n'a pas tellement de possibilités d'arrêter cette guerre. Parce que s'il l'arrête, il perd politiquement, il perd individuellement, il ne gagne rien, et il y a encore en Israël une majorité de la population qui n'est pas favorable à la solution à deux États. Donc je la vois fermée pour le moment. Vous savez, il y a beaucoup de ressemblances entre le conflit israélo-palestinien et le conflit russo-ukrainien. C'est-à-dire que M. Poutine a besoin de cette guerre et n'a aucune porte de sortie pour réaliser la paix sans perdre. Eh bien, Netanyahou, c'est la même chose. Il a besoin de cette guerre et il n'a aucune solution de paix qui puisse lui apporter quelque chose de positif. Donc, hélas, je suis très triste de dire ça, je ne suis pas très optimiste. Donc, Monsieur Badi, suite à ce que vous êtes en train de dire, selon vous, quelles sont les conditions donc essentielles pour qu'un cessez-le-feu à Gaza ne soit pas qu'une pause, comme on est en train de discuter maintenant, mais ouvre réellement vers une transformation politique durable? Vous savez, un cessez-le-feu dans l'histoire des relations internationales n'a de chance de réussir que s'il est clairement articulé à l'idée de paix. Si on se contente de travailler à un cessez-le-feu, on prépare la séquence suivante, c'est-à-dire le cessez-le-feu reste une entre-deux-guerres. Donc pour que réussisse pleinement un cessez-le-feu, pour espérer que les combats ne reprennent pas, il faut articuler ce cessez-le-feu à l'idée de paix. Il aurait fallu que la deuxième et surtout la troisième étape décrivent de manière contraignante le processus qui mène à la paix. Or, le processus qui mène à la paix, on le sait depuis Aristote, c'est-à-dire depuis des millénaires, c'est la coexistence. La coexistence, c'est quoi? C'est la reconnaissance de l'autre, c'est l'acceptation de l'autre. Tant que l'on n'aura pas franchi ce pas, il n'y aura pas de paix. Et ces accords de cessez-le-feu ne seront que des accords cyniques pour permettre au principal belligérant, c'est-à-dire l'État d'Israël, de reconstituer ses forces et mieux rebondir. Il suffit de regarder ce qui s'est produit il y a 5 jours à Rafah et les 104 morts qui ont été visés. 104 morts, c'est plus qu'un incident.
C'est une action militaire qui se situe déjà dans l'après-cessez-le-feu. Exactement, Monsieur Badi. Et à part que les yeux sont sur Gaza et sur comme on l'a dit, le soi-disant cessez-le-feu, il ne faut pas aussi oublier ce qui se passe en Cisjordanie, en fait. Après les votes du Knesset le 22 octobre 2025, en lecture préliminaire, pour appliquer la souveraineté israélienne en Cisjordanie, comment lisez-vous les intentions d'Israël vis-à-vis de la Cisjordanie? Est-elle une annexion de jure ou une consolidation d'une annexion de facto par État? Et jusqu'où les États-Unis, malgré des mises en garde et des pressions publiques récentes, laisseront-ils aller ce processus, vu qu'on a vu le président des États-Unis, Donald Trump, dire que le soutien américain s'arrêtera dans le cas de l'annexion de facto par Israël de la Cisjordanie? Qu'en pensez-vous, M. Badi? Je pense qu'il y a beaucoup d'hypocrisie, et non seulement de la part des États-Unis, mais de la part de la communauté internationale. C'est-à-dire que la communauté internationale proclame haut et fort qu'elle est contre l'annexion des jure, comme vous dites, l'annexion juridique de la Cisjordanie et d'ailleurs probablement de Gaza par la même occasion, et la construction de ce grand Israël qui est dans le rêve même de Benjamin Netanyahou. Mais c'est oublier que cette annexion, elle est en cours. C'est-à-dire que qu'apporterait un vote de la Knesset dès lors que l'occupation de la Cisjordanie et de Gaza deviendrait sous une forme ou sous une autre complète? Complète à Gaza si l'occupation militaire israélienne se poursuit, et complète en Cisjordanie si le travail des colons continue à se faire, à priver le peuple palestinien de Cisjordanie de ses terres, de ses oliviers, de ses troupeaux, et à occuper le terrain. Vous savez, le jeu de l'annexion, c'est quoi? C'est contrôler un territoire. Euh, dans des rapports de force, il n'y a pas besoin d'une loi pour ça. Il suffit de le faire. Et c'est le principe même de l'occupation militaire. Simplement, ce qui est en train de se produire, c'était cette occupation militaire qui date de 1967 et complétée progressivement par une occupation totale, c'est-à-dire occupation foncière, occupation économique, occupation culturelle, occupation sociale. Et la communauté internationale qui voit les choses se faire depuis des années et des années ne réagit pas. Euh, la seule voie possible, c'est sanctionner une politique d'occupation, c'est-à-dire interdire totalement l'importation de produits qui viennent des colons de Cisjordanie, mais aussi prendre des sanctions contre l'État d'Israël pour l'obliger à arrêter ce processus de colonisation. Or ça ne se fait pas et ça m'inquiète beaucoup. Ça m'inquiète beaucoup. Exactement, le moindre qu'on puisse dire que la situation est inquiétante, que ce soit à Gaza ou en Cisjordanie, parce qu'on voit très bien que Israël vit une impunité que ce soit en Palestine occupée ou même au niveau des voisins de la Palestine occupée, comme maintenant on va parler du Liban. Donc, concernant le Liban, alors que le pays maintenant, en fait, M. Badi, est confronté à une crise multidimensionnelle, que ce soit au niveau politique, économique ou sécuritaire. Comment convertir l'assistance internationale en soutien non humiliant qui renforce la capacité d'agir des institutions libanaises plutôt qu'une tutelle sans fin? Vous savez, malheureusement, et je le dis avec beaucoup de peine parce que j'ai beaucoup d'amitié pour le Liban, on a toujours pris la question libanaise à l'envers.
C'est-à-dire, on a toujours cru que des accommodements politiques, politico-diplomatiques ou politico-militaires allaient régler le problème du Liban. Mais moi, après 50 ans de travail en sciences politiques, j'ai acquis la conviction que les mesures politiques n'étaient efficaces qu'à partir du moment où elles s'appuyaient sur un terrain social qui les rendait légitimes et efficaces. Ce n'est pas du bricolage institutionnel, ce n'est pas du bricolage politique, ce n'est pas du bricolage militaire qui permettra de résoudre le problème libanais. De même que j'ai toujours considéré que l'on ne pouvait pas supprimer le Hamas ni par une décision politique, ni par une action militaire, on ne peut pas supprimer le fait Hezbollah par des négociations politiques entre dirigeants. Le Hezbollah est l'expression d'un malaise profond au sein de la société libanaise. D'un malaise d'ailleurs qui est triple, qui est lié à la situation de marginalité connue par les chiites libanais, qui est lié à la fragilité du tissu institutionnel libanais et qui est lié aussi, il faut bien le dire, à l'instabilité régionale. Il faut voir dans quelles conditions le Hezbollah est né en 1982 pour comprendre que rien de ce qui avait conduit à la formation du Hezbollah en 1982 n'a disparu aujourd'hui quant au fond. Il peut y avoir 25 accords de Taïef, il peut y avoir de nouveaux gouvernements, un nouveau président, une nouvelle formule 1943 renouvelée. Tout ça, c'est du bricolage superficiel. Ce qu'il faut véritablement, c'est un contrat social libanais, c'est-à-dire entre Libanais, et que disparaissent aussi les blessures régionales qui rétroagissent sur la société libanaise. Tant que la question palestinienne ne sera pas réglée, il n'y aura pas de stabilité au Liban. Et je dirais que tant que la question palestinienne n'est pas réglée, il n'y aura pas de stabilité en Jordanie, il n'y aura pas de stabilité en Syrie, et je dirais même jusqu'au Maroc. Vous savez, le Maroc, les statistiques ont montré que après le Yémen, c'est le pays où il y a eu de plus de manifestations pro-palestiniennes. Et c'est très intéressant parce que ces manifestations pro-palestiniennes au Maroc exprimaient en même temps euh, la colère intérieure et domestique au Maroc, l'hostilité aux accords dits d'Abraham, et tout ceci venait confondre les problèmes internes aux problèmes régionaux et internationaux. Eh bien, le Liban, c'est exactement la même chose. Vous avez aussi mentionné, Monsieur Badi, la Syrie. Donc, après le changement de régime qu'il y a eu en Syrie, on a vu dans ces derniers jours le président syrien partir à Moscou, on a vu le président syrien partir à Riyad, on a vu le président syrien partir aussi même avant à Ankara. Où je veux arriver, c'est que comment évaluez-vous l'impact de toutes ces évolutions récentes et les relations que la Syrie est en train de mener, que ce soit avec la Russie, la Turquie ou l'Arabie saoudite, sur l'ordre régional et sur les perspectives de résolution du conflit en Syrie? Bah, il y a une similitude hein, entre la fragilité de la Syrie et la fragilité du Liban. C'est absolument évident. Ahmad al-Shara, pour l'instant, est dans une situation de state builder, comme on dit en langage anglo-saxon. C'est-à-dire, l'essentiel de son travail est de reconstituer ou de constituer un État syrien.
en faisant face à des difficultés énormes avec les minorités alaouites qui sont liées, en tous les cas, par la mémoire à l'ancien régime baassiste, avec les Druzes, dont la position dans le conflit israélo-palestinien, comme vous le savez, est pour le moins ambiguë, avec les Kurdes qui ont des problèmes en même temps intérieurs et des problèmes extérieurs, c'est-à-dire de relations avec la Turquie, euh, avec même les États régionaux, parce que je viens de le dire, la Turquie, elle contrôle de facto une partie du processus de construction étatique en Syrie. Et j'aurais tendance à dire la même chose d'Israël et aussi, même d'un certain point de vue, de l'Irak. Donc, Al-Shara est dans une position extraordinairement difficile euh, où il devra faire des concessions absolument énormes pour arriver à reconstruire cet État syrien. Et l'une de ces concessions extraordinaires, c'est aller rencontrer M. Poutine, qui avait été son principal ennemi pendant toute la guerre telle qu'elle avait commencé en 2011. Donc, il est trop tôt pour dire s'il y arrivera ou s'il n'y arrivera pas, mais il ne peut y arriver que par un bricolage qui, premièrement, sera fragile, c'est-à-dire qui risquera de peser sur l'avenir de la Syrie dans les prochaines années, et deuxièmement, un compromis qui sera nécessairement contradictoire. En fait, moi, la vraie question que je me pose, c'est est-ce que ce n'est pas la création même de la Syrie, telle qu'elle a dérivé des traités qui ont mis fin à la Première Guerre mondiale, donc vous voyez, c'est une vieille histoire, est-ce que c'est pas l'existence même de la Syrie qui est en cause? Et vous savez, si vous prenez la région, l'existence de la Syrie en tant qu'État est en cause, l'existence du Liban en tant qu'État est en cause, l'existence de l'Irak en tant qu'État est en cause, et même peut-être d'un certain point de vue l'existence de la Jordanie. Donc on est dans une situation d'extrême fragilité institutionnelle, d'autant plus grave que les sociétés, les populations syriennes, irakiennes, jordaniennes, libanaises, euh, ne croient pas beaucoup en leur système politique, n'adhèrent pas à leur système politique et peuvent à tout moment jouer un jeu qui leur serait propre. Et là, on est à ce moment-là en situation chaotique. Donc, il est important. Je crois que la première, dans une vision logique et rationnelle des choses, il faut d'abord régler le problème palestinien. Parce que si on règle le problème palestinien, on pourra enfin trouver un point fixe à cette région. C'est-à-dire que l'idée des deux États, dans mon esprit, c'est pas seulement mettre fin à un conflit qui a maintenant 78 ans d'âge, c'est créer déjà un premier point d'équilibre sur l'échiquier proche-oriental. Si cet État palestinien est construit de manière intelligente, viable, c'est-à-dire pas une ultra-fragilité qui tombera au premier incident, ça peut être la base de la reconstruction du Liban, puis ensuite de la reconstruction aussi de la Jordanie, hein, qui dépend de beaucoup de l'existence de cet État palestinien, et de la reconstruction de la Syrie et de l'Irak. Donc, tant qu'on n'aura pas réglé le problème palestinien, on installera de plus en plus la région dans une situation de chaos. Et il ne faut pas oublier une chose, moi je l'ai dit plusieurs fois dans des conversations, dans des interviews, il ne faut pas oublier que la chaotisation de la région, c'est vraiment une stratégie presque déclarée d'Israël. Israël, en tous les cas, le gouvernement du Likoud est persuadé que
sa sécurité, son maintien, l'exercice de son leadership tient à la destruction de tous les ordres politiques qu'il y a autour. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux. Il y a un chercheur israélien très intéressant qui s'appelle Kamerlingh qui a appelé ça le politicide. C'est-à-dire que Israël non seulement détruit l'idée d'une communauté politique palestinienne, mais est en train d'élargir cette destruction de la communauté politique à tous les États de la région. Considérant qu'il est plus facile de demeurer sur un champ de ruines que face à des rivaux menaçants. Le pari est quand même extraordinairement dangereux. Et je le vois même s'élargir maintenant à des pays comme l'Iran et comme le Qatar. Alors l'Iran, tout le monde s'en fout, là-bas, mais le Qatar, quand on a commencé à toucher au Qatar, ça, les Américains n'ont pas supporté parce qu'ils ont besoin du Golfe. Voilà, donc, si la chaotisation atteint le Qatar, là, M. Netanyahou va se faire gronder par M. Trump. Vous avez beaucoup mis l'accent à travers vos propos sur la fragilité de ces États au Moyen-Orient, que ce soit le Liban, que ce soit à Gaza, que ce soit la Syrie, l'Irak, etc., et l'instabilité que cette région vit. En fait, si on veut faire le lien, M. Badi, de ces propos avec votre propre travail, vous avez beaucoup travaillé en fait sur la notion d'humiliation dans les relations internationales. Comment cette grille de lecture s'applique-t-elle aux dynamiques actuelles? Que vit cette région entre Israël, Gaza, le Liban et toutes les autres puissances, que ce soit occidentales et les puissances voisines aussi? Vous savez, j'ai toujours considéré que l'humiliation était la pathologie majeure des relations internationales. C'est la principale maladie qui frappe les relations internationales, qui les déstabilise et qui les rend violentes. Ce que je vois en ce moment, c'est la conjonction de trois facteurs d'humiliation au Proche-Orient. Il y a d'abord un facteur historique, qui est le refus de reconnaître les Palestiniens comme un peuple ayant des droits égaux aux autres peuples. C'est l'humiliation absolue. C'est l'humiliation absolue parce que ça consiste à dire à quelqu'un, monsieur, madame, vous n'existez pas. Et c'est le discours qu'on tient aux Palestiniens depuis 78 ans. Et donc, il ne faut pas s'étonner que ce discours, à mesure qu'il n'est pas corrigé, qu'il n'est pas équilibré par une réaction de la communauté internationale, crée des violences de plus en plus affreuses, crée ce que l'on appelle la rage. Le 7 octobre, c'est la rage, n'est-ce pas? Et tant qu'on ne reconnaîtra pas aux Palestiniens le droit d'être des humains comme les autres, eh bien, cette rage va croître, cette humiliation va croître. Mais il y a une deuxième humiliation qui s'est greffée là-dessus, qui est une humiliation régionale, c'est-à-dire l'idée selon laquelle finalement tous les voisins d'Israël, comme je le disais tout à l'heure, sont condamnés à la chaotisation. C'est d'ailleurs le discours qu'on est en train de tenir aux voisins arabes, c'est de dire ou vous nous aidez à contenir la résistance palestinienne, ou alors on va vous détruire. Et ça aussi, c'est une forme d'humiliation, c'est une humiliation secondaire, parce qu'on ne leur dit pas on ne vous reconnaît pas le droit d'existence, mais le droit d'existence dans cette situation devient conditionnel. C'est-à-dire, vous ne pouvez exister que si vous m'aidez à neutraliser la pression qui vient de la résistance palestinienne. Et ça, c'est une humiliation. Je parlais du Maroc tout à l'heure. Le peuple marocain ne supporte pas cette idée, ne supporte pas de voir son gouvernement pactiser avec Israël alors que les Palestiniens sont massacrés.
Et il ne faut pas sous-estimer ce sentiment d'humiliation qui est en train de s'emparer des opinions publiques du monde arabe. Je pense que c'est quelque chose qu'il va falloir suivre de façon très attentive. Au Maroc, en Jordanie, en Égypte, pour parler de ces trois pays qui sont peut-être les plus engagés dans le processus, euh, disons, de complicité, pour employer le terme, avec l'État d'Israël, ce qui est une source de blessures profondes pour le peuple arabe et une humiliation profonde pour le peuple marocain, le peuple égyptien, le peuple jordanien. Et puis vous avez une troisième humiliation qui est en train de naître, qui est moins visible, mais que moi j'observe depuis Paris. C'est l'humiliation de l'opinion publique internationale. De l'opinion publique internationale, vous savez, qui s'est complètement retournée. Euh, la Palestine a gagné la bataille de l'opinion publique mondiale. C'est-à-dire que on voit ici en Europe des drapeaux palestiniens partout, hein, et surtout dans des pays comme l'Espagne, l'Italie, l'Irlande, la Slovénie. C'est tout à fait étonnant. Moi, j'ai jamais vu ça, même du temps de la guerre du Vietnam, même du temps des guerres coloniales. Je n'ai jamais vu ça. Et qu'est-ce qu'il y a derrière tout cela? Il y a de l'empathie, de la sympathie, mais il y a quelque chose de beaucoup plus profond qui consiste à dire nous n'acceptons pas cette politique de destruction d'un peuple qui se fait finalement dans l'indifférence générale des chancelleries et des gouvernements. Et c'est vécu de plus en plus comme une forme d'humiliation, qui consiste à dire, bah, c'est comme si en politique, l'humain n'existait plus. Donc que moi-même, je n'existe plus. Moi, je suis très frappé ici à Paris de voir des cortèges qui portent sur des questions de salaire, d'emploi, de retraite, bref, les revendications naturelles dans tous les pays. Et au milieu de tout ça, on voit des drapeaux palestiniens. Et je pose la question, je leur dis, mais pourquoi il y a un drapeau palestinien? Vous manifestez pour les retraites et vous avez un drapeau palestinien. Et les gens me répondent une phrase très curieuse. Ils me disent, ah ben vous savez, ces gens-là, ils sont comme nous, ils souffrent. C'est-à-dire qu'il est en train de se former dans le monde une internationale de la souffrance, qui crée des solidarités qui sont très fortes et contraignantes pour les pouvoirs, parce que ces solidarités se dirigent contre leur propre gouvernement qu'ils accusent d'indifférence et donc sur lesquels ils veulent faire pression pour exister. C'est là que la mécanique de l'humiliation se retrouve. Et ça donne 1 million de personnes dans les rues de Rome il y a un mois, une manifestation géante en Australie avec 350 000 personnes, et puis des mobilisations incroyables sur les campus universitaires. Et sur les campus universitaires, qu'est-ce qui se passe? Aux États-Unis ou en France d'ailleurs, ben, les étudiants sont réprimés, et en étant réprimés, ils sont humiliés. Et donc, il se crée, et ça, c'est peut-être le petit espoir pour le peuple palestinien, de voir que son humiliation forte est devenue l'humiliation du monde arabe et commence à devenir l'humiliation de la planète tout entière. Et si M. Trump a quand même un peu évolué dans ses positions, si M. Macron a pris la tête d'une dizaine d'États qui ont reconnu l'État de Palestine, c'est parce que il y avait cette pression qui venait de l'opinion publique de leur pays. Vous savez qu'il y a maintenant une majorité d'électeurs républicains aux États-Unis qui considèrent qu'il faut arrêter de soutenir inconditionnellement Israël. C'est vrai, c'est très intéressant, Monsieur Badi, ce que vous dites. En fait, on peut traduire cela à travers une situation que je vais me permettre d'inventer et que j'ai créée maintenant, qui est en fait la mort de l'humanité au niveau de la politique, mais la renaissance de l'humanité au niveau des peuples. C'est vraiment, c'est très intéressant. On espère que la seconde gagnera sur la première
et pourra mettre de la pression et pourra vraiment changer la donne et la balance. Euh, une dernière question, si vous me le permettez. J'espère qu'on n'a plus trop pris de votre temps. Je vais me permettre de vous poser encore une dernière question. Dans quelle mesure la crise au Moyen-Orient met-elle en lumière les limites du multilatéralisme occidental et l'émergence d'un nouvel ordre, ou même si on peut l'appeler désordre régional, et même si on veut le voir à une plus grande échelle, un désordre et un nouvel ordre mondial, pas juste régional? Bah, très clairement, la question palestinienne a marqué les limites des capacités du multilatéralisme onusien. C'est-à-dire, vous avez au sein des Nations Unies un contraste énorme entre un Conseil de sécurité qui n'a jamais pu faire avancer la question palestinienne, hormis les deux résolutions 242 et 338, mais qui n'ont pourtant jamais eu d'avenir parce que leur mise en œuvre a toujours été bloquée. Donc effectivement, le bilan du Conseil de sécurité en la matière est un bilan extrêmement pauvre, et les votes au sein de l'Assemblée générale des Nations unies, où la question palestinienne, le droit des Palestiniens a été très massivement reconnu, puisqu'il n'y a pour s'opposer au droit d'autodétermination et de souveraineté des Palestiniens qu'une petite dizaine d'États, les États-Unis, Israël, l'Argentine, la Hongrie et quelques petites îles du Pacifique, plus ou moins achetées pour la circonstance, alors que l'ensemble du monde votait dans l'autre sens. Donc il y a là une contradiction qui montre que les institutions onusiennes ne sont plus adaptées aujourd'hui à ce qu'est leur fonction réelle, c'est-à-dire créer les conditions de la paix. Donc, si on arrive, comme je l'espère, à une paix au Moyen-Orient, ça sera en contournant les Nations Unies, hein. J'espère pour autant que, même si on les contourne pour faire la paix, on aura besoin des Nations Unies pour institutionnaliser cette paix. Si vous prenez les questions sensibles comme par exemple l'administration de la bande de Gaza dans un processus réel de paix, je ne vois vraiment pas qui, hors des Nations Unies, peut assurer cette administration, hein. C'est dire qu'on a quand même besoin des Nations Unies. Et les Nations Unies, quelquefois, ont fait du bon travail. Vous savez que les Nations Unies ont réussi à démilitariser des groupes combattants, au moins dans deux pays, au Mozambique et en Namibie. Et simplement, qu'est-ce qui s'était fait à ce moment-là, tant au Mozambique qu'en Namibie? On a dit, on vous désarme, mais en échange, on vous offre la possibilité de vous intégrer dans la nouvelle structure. Et à mon sens, c'est la seule voie pour progresser à Gaza et d'une façon générale en Palestine, en offrant à tous les combattants la possibilité de se désarmer contre une participation à la vie politique du nouvel État, hein. Et ça, il n'y a que les Nations Unies pour faire ça. Euh, Maintenant, ça c'est pour demain. On en est toujours à se demander comment on arrivera à construire la paix. Et moi, pardon de vous dire ça, mais je ne vois pas concrètement de voie. Ça ne sera pas les États-Unis, ça ne sera pas l'Europe. Qui donc pourra le faire? Je ne sais pas. Il y a là un vide, il y a un blanc, comme on dit en anglais, blank, qui est quelque chose de gravissime, sauf, et j'en reviens à notre formule commune d'il y a un instant, sauf une formidable pression de l'opinion publique internationale. Moi, je crois en cela quand même. Parce que les États, les gouvernements, les diplomates ne peuvent pas totalement ignorer cette opinion publique. La pression est très forte
Et elle a pu faire des progrès. La reconnaissance de l'État de Palestine par 10 États européens ou américains ou océaniens, c'est le fait de l'opinion publique internationale. L'indignation profonde face au massacre israélien, c'est la pression de l'opinion publique internationale. Si 77 délégations aux Nations Unies ont quitté la salle de l'Assemblée générale quand est arrivé M. Netanyahou à la tribune, c'est la pression de l'opinion publique. Ce n'est pas le choix des princes, c'est la pression de l'opinion publique. Donc, c'est peut-être de ce côté-là que les choses se feront. Sur ce, Monsieur Bertrand Badi, merci beaucoup. Je vous remercie infiniment de la part de tout l'Institut des études palestiniennes, en espérant un avenir meilleur que la situation actuelle pour le Moyen-Orient, en espérant aussi vous voir et que vous venez nous visiter à Beyrouth prochainement. Inch'Allah.